Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de notre thématique écologie cognitive vers une soutenabilité du travail. Dans le cadre de notre série Terrain d'avenir, nous explorons les grandes transformations qui redessinent le monde du travail. Après avoir exploré le thème de la performance et de l'efficacité au travail, le thème du dialogue d'entreprise, notre troisième thématique est consacrée à une question devenue centrale dans le monde du travail. Comment préserver notre capacité à penser, décider et à apprendre dans des environnements toujours plus sollicitants. Hypersollicitation numérique, accélération des décisions, flux d'informations permanent. Dans ce contexte, notre capacité d'attention, de discernement et de réflexion devient une ressource fragile. Nous faisons l'hypothèse que la prochaine frontière de la santé au travail est cognitive. Mais cette pression cognitive, elle ne vient pas de nulle part. Elle était aussi le produit de nos modes d'organisation et de l'empilement des outils et des canaux d'information. Pour analyser cette réalité, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Michel Kalika, professeur en sciences de gestion et président du Business Science Institute, qui organise un DBA pour managers. Bienvenue, Michel. Bonjour. Alors, tu travailles depuis longtemps sur les transformations du management. Et tu as identifié, il y a déjà plusieurs années, un phénomène qui est en train de s'amplifier, qui s'est amplifié au cours des années et qui est en train de s'amplifier. C'est cette fameuse surcharge informationnelle liée à l'empilement que j'évoquais, des outils, des canaux de communication. Tu as même développé une théorie là-dessus, qui est la théorie du millefeuille, pour décrire cette accumulation. Finalement, qu'est-ce qu'elle dit ? Parce que tout le monde ne connaît pas cette théorie. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, au fond, de la manière dont fonctionnent nos organisations, cette théorie ? Alors, ce qu'elle dit tout d'abord, c'est que j'aime beaucoup la pâtisserie. Donc, c'est la raison pour laquelle je l'ai intitulée « Théorie du millefeuille », parce qu'il y a ce phénomène dans les organisations d'empilement. Au départ, le point de départ, c'était l'observation du fonctionnement des réunions. Très nombreuses réunions, surcharge dans les emplois du temps. Et j'imaginais, au moment de l'apparition du email, de la communication électronique, que le nombre de réunions allait se réduire du fait de cette communication électronique rapide, gratuite, accessible. On en connaît tous les effets positifs. Et en fait, on avait créé à l'époque un observatoire du e-management et on avait constaté qu'il n'y avait pas de substitution. Il y avait un empilement. C'est-à-dire que le nombre de réunions dans les organisations ne diminuait pas, mais qu'en revanche, les managers communiquaient de plus en plus sur le mode électronique. Et même dans certains cas, on observe les managers qui traitent leur email pendant les réunions. Alors, ça nous a conduit à utiliser cette image du millefeuille, l'idée étant qu'à un moment donné, le gâteau est tellement grand qu'il devient inabsorbable, indigeste, c'est tout à fait le terme. Et donc, ça pose un problème managérial, ça pose un problème de fonctionnement de l'organisation. D'où l'idée de théorie du millefeuille, liée à la surcharge informationnelle, et liée au fait qu'il faut prendre certaines décisions, il faut réfléchir à la façon dont on doit traiter ce problème de millefeuille. Donc, tu évoques ça à un moment où l'email est arrivé. Oui. Ça fait un moment qu'il est arrivé, l'email. Absolument. Et donc, aujourd'hui, tu sembles dire que ça ne fonctionne pas, ça s'empile, ça ne simplifie pas, au contraire, ça complexifie. Et donc, ça crée une surcharge pour les individus, mais pas que pour les individus, parce que s'il y a surcharge des individus, il y a surcharge des collectifs, et donc, quid de la performance des organisations ? Quelles sont les conséquences concrètes de ce qui se passe quand on accumule et qu'on est dans cette surcharge ? La surcharge individuelle se traduit nécessairement par une surcharge organisationnelle et donc par des dysfonctionnements organisationnels. Ces dysfonctionnements organisationnels, ils vont apparaître au plan individuel, dans la mesure où on va être face à des salariés, des managers, qui, quand ils quittent le bureau le soir, s'ils quittent le bureau ou s'ils quittent leur poste de travail au domicile, n'ont pas traité toute l'information qu'ils avaient à traiter. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la surcharge informationnelle, c'est lié à l'écart entre la capacité de traitement de l'information et le volume d'informations à traiter. Donc, soit il faut agir sur les capacités, soit il faut agir sur le volume. Mais si on n'agit pas, on est dans une situation où les managers sont débordés
Et donc, cela crée des délais, cela crée des réponses rapides, parfois totalement inadaptées, source de différents dysfonctionnements. Donc, il y a nécessité à agir. Donc c'est intéressant parce que tu dis on peut agir soit sur la capacité, soit sur le flux informationnel. Sur la capacité, on a eu un premier épisode sur cette thématique qui disait finalement c'est pas une ressource illimitée, notre capacité cognitive et dans notre capacité à engranger. Donc j'ai envie de te dire, je suis tentée d'aller prendre l'autre axe qui est de dire on va réduire la surcharge informationnelle. Et ça tombe bien parce que moi, on m'a parlé d'un outil, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais c'est l'intelligence artificielle, avec une vraie promesse finalement de solution pour gérer toute cette complexité. Est-ce que tu penses que ça va vraiment simplifier cette surcharge ? On peut agir soit sur la capacité de traitement de l'information, je reprends ton raisonnement, soit sur les volumes. Alors, sur la capacité, je ne serais pas aussi pessimiste que toi, parce que l'hypothèse, c'est que la capacité des individus est illimitée, ce qui n'est pas la réalité, bien évidemment. Mais la formation à l'usage des outils permet de développer cette capacité. Les capacités d'organisation des salariés, des managers, permettent de développer leur capacité à traiter un flux d'informations plus important. Donc, il y a un aspect quand même capacité qu'il ne faut pas négliger. Alors, sur le plan des canaux, là, depuis qu'on a développé cette théorie du millefeuille, c'est l'inflation totale. On en fait la liste, c'est affligeant. Ah oui, parce qu'on a dépassé le mail, on a les Slack, on a les WhatsApp. On a les SMS, on est dans une situation où à un moment donné, on voit apparaître des messages et ensuite on perd du temps à rechercher quel était le canal d'information par lequel ce message est arrivé. Donc, le phénomène d'inflation de la communication, il est tout à fait réel. Et il y a donc un problème qui est lié aux canaux. Donc un problème qui est lié à la fois à des choix quant aux canaux et à des choix technologiques. Alors, quant à l'intelligence artificielle, il faut bien dissocier deux choses dans l'intelligence artificielle, deux aspects. Le premier aspect, c'est l'intelligence artificielle, outil de synthèse qui va répondre à une question. De ce point de vue-là, je sollicite l'outil quand j'en ai besoin et je ne vais pas m'en plaindre. Si je n'en ai pas besoin, je ne le sollicite pas et je diminue la surcharge d'informations à traiter. Ce que tu évoques, c'est l'utilisation d'outils qui permettent de synthétiser différents canaux d'information. Je n'ai pas testé ces outils-là pour l'instant, par manque de confiance. Parce que je reconnais à l'intelligence artificielle. Le terme d'intelligence est tout à fait abusif. D'ailleurs, oui. il faudrait c'est pas vraiment de l'intelligence, ça c'est... c'est tout à fait abusif. L'intelligence, c'est le propre de l'humain, c'est le propre du discernement, c'est le propre de l'expérience, c'est le propre du jugement. Ce que fait l'intelligence, ce que font les outils d'intelligence artificielle repose sur des statistiques, des probabilités, de l'analyse, de proximité sémantique. C'est en aucun cas de l'intelligence. C'est une capacité de synthèse. Ce n'est pas une capacité d'intelligence humaine. Donc, j'ai une limite, j'ai une confiance limitée dans l'outil. C'est la raison pour laquelle, pour l'instant, je n'utilise pas les outils qui permettraient de synthétiser ce qui arrive par mail, WhatsApp, SMS, LinkedIn, et j'ai dû encore oublier. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, confiance limitée dans l'IA quant à la synthèse des canaux. Confiance limitée également pour des raisons de confidentialité. Tout ce qui passe par l'IA est d'une certaine façon mémorisé en partie, surveillé. Et ça pose quelques questions de confidentialité de l'information dans les organisations. De la confidentialité quant aux messages que l'on reçoit. Donc je ne suis pas encore prêt à utiliser ces outils de synthèse. Et comme je n'ai pas confiance, si j'utilise ces outils, ça va faire un outil de plus, donc un canal de plus, parce que j'irai vérifier les messages d'origine. Et au-delà des canaux d'information et du flux informationnel, quand je parlais de capacité qui peut être limitée, c'est la capacité
de traitement et de prise de décision nécessaire associée. Enfin, une information, elle nous parvient pour nous éclairer souvent, mais aussi pour pouvoir orienter notre action, nous guider dans ce qu'on va cheminer dans notre quotidien au regard de nos missions. Donc il y a quand même un sujet qui est de dire, on ne parle pas juste d'accumulation informationnelle, on parle d'accumulation à pouvoir traiter, décider, et du coup cette capacité à penser, à développer un esprit critique suffisamment fin et non biaisé pour prendre des décisions éclairées. Donc tout ça, effectivement, provoque une surcharge. Et donc le problème, il n'est pas seulement technologique, tu le disais, il est organisationnel. Qu'est-ce qu'on fait ? Qui doit agir aujourd'hui ? Enfin, une fois qu'on a posé ce constat-là, une fois qu'on a dit il y a une théorie du millefeuille, on en fait quoi ? Est-ce que c'est à l'individu de s'adapter ? Il y a deux niveaux. Il y a le niveau de l'individu qui doit spécialiser ses outils, qui doit cesser de mélanger les canaux de communication personnels et professionnels. Mais là, le problème il est lié au fait que les personnes avec lesquelles on interagit utilisent différents canaux. Et si on veut rester en contact avec ces personnes, on est obligé d'utiliser différents canaux. Et puis ensuite, il y a une responsabilité managériale. La responsabilité managériale, à mon sens, c'est sur le plan de la formation à l'usage des outils, qui est très souvent insuffisante ou aux abonnés absents, et puis de formation à l'usage des outils que l'on implémente dans l'organisation, pour par exemple centraliser toutes les communications internes. Donc il y a une responsabilité managériale. Il y a une responsabilité managériale, mais qui se traduit comment selon toi ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on pose des règles d'utilisation, de niveau d'information et de densité d'information. Enfin, c'est tous ces aspects-là que tu englobes. Des règles d'écriture des messages, des choses extrêmement basiques, des règles concernant le nombre de personnes en copie, des règles concernant le nombre de fichiers attachés que l'on envoie. Comme c'est gratuit, en management, il faut toujours penser au coût. Comme c'est gratuit, il n'y a aucune limite. J'ai testé dans une entreprise une solution pour réduire le nombre de réunions. On imputait à chaque centre de coût le coût des réunions qui était proportionnel au nombre de personnes invitées. Brutalement, on a vu le nombre de réunions diminuer et le nombre d'invités limité au strict minimum. Je crois qu'il va falloir, en termes de canaux de communication et en termes de communication interne aux entreprises, imputer à l'émetteur le coût de la communication qu'il génère. D'autant plus que la surcharge informationnelle, il y a un phénomène de virus interne. Ça se diffuse. Je suis surchargé, je reçois un message avec 5 personnes en copie. Quelle est souvent la réaction ? Je réponds à ces 5 personnes qui, à leur tour, réagissent. Ou ne réagissent pas. Ou ne réagissent pas. Ben parce qu'elles sont surchargées. Mais il peut y avoir de l'information importante dans le message initial. Donc, c'est un problème organisationnel, et un problème organisationnel, on est dans le domaine des RH, moi je crois à la formation. Je crois à la formation non pas parce que je suis enseignant, mais je crois à la formation parce qu'à un moment donné, les outils, même s'ils ont un caractère intuitif, peuvent conduire à des situations totalement ingérables et dysfonctionnelles. Ouais, alors j'entends, et effectivement ça peut être un axe, et comme tu le rappelles fort justement, on s'adresse à ces professionnels RH qui doivent adresser ces défis, et cette surcharge est un défi aujourd'hui pour prendre soin des individus, des collectifs. Le rôle de ces professionnels RH, il ne peut pas être que dans la mise en œuvre de la formation. Il y a à un moment donné peut-être un cran supplémentaire ou différent à avoir. Selon toi, si on parle de régulation, ces professionnels qui ont la responsabilité de prendre soin et de développer ce capital humain, quel est leur rôle ? Leur rôle, c'est de contribuer à définir des règles internes de fonctionnement et à ne pas laisser se développer une anarchie communicationnelle interne qui génère cette surcharge,
qui génèrent du stress, du burn-out, de l'absentéisme. On connaît tous ces dysfonctionnements. À partir du moment où il y a un problème, le responsable RH doit se saisir de ce problème-là. On doit aujourd'hui considérer la surcharge informationnelle comme un problème organisationnel à traiter. C'est une surcharge cognitive. Oui, bien évidemment, puisque s'il n'y a pas de problème cognitif, il n'y aurait pas de problème de surcharge. Ouais. Et donc, cette surcharge-là, est-ce que tu parlais d'une entreprise que tu as accompagnée en ayant effectivement cette pratique qui peut paraître intéressante et qui certes va sensibiliser certaines populations. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques aujourd'hui que tu as observées ou des pistes, on le sait, dans le monde académique, il y a quand même beaucoup de recherches, de papiers qui paraissent, qui sont pas... alors j'ai envie de dire, ils sont accessibles, mais on a déjà tellement d'informations qu'on ne va pas forcément les chercher. Est-ce qu'il y a aujourd'hui de la ressource, des idées qui pourraient nourrir la réflexion de ces professionnels en charge du capital humain dans les entreprises ? Je pense qu'il faut réfléchir au temps de travail qui se réduit et à l'affectation de ce temps de travail. Je reviens au point de départ de la théorie du millefeuille, c'était les réunions. Est-ce que le nombre de réunions dans les organisations aujourd'hui s'est véritablement réduit ? Est-ce que la durée de ces réunions a été véritablement diminuée ? Dans beaucoup d'organisations, non. Donc, une première action me semble être, c'était le point de départ de la réflexion, sur les réunions que l'on convoque, la durée des réunions. Imposons des règles simples, une réunion ne dure pas plus de 30 minutes. Première règle. Deuxième règle, soyons plus efficaces quant à la communication et à l'usage des outils. Et là, fixons des règles d'usage des outils, soyons très structurés dans les mails que l'on envoie. On utilise parfois des systèmes de numérisation, des systèmes de... On n'écrit pas un mail dans une organisation comme une lettre de 3 pages qu'on envoie à la terre entière. Soyons clairs et factuels. Ce sont des éléments extrêmement simples mais qui permettent d'avancer. Et est-ce qu'il te semble que l'IA, l'utilisation de l'IA, on l'évoquait dans les épisodes précédents, en fait la singularité de cette technologie, c'est que ce n'est pas l'entreprise qui l'a importée dans l'organisation pour l'utiliser. Alors elle a pu l'importer, mais il y a aussi une accessibilité en dehors du monde de l'entreprise. Est-ce que finalement, on doit aussi réguler ça, son utilisation, alors même que c'est un accès qui peut être hors de l'entreprise? Il y a des risques majeurs dans un usage non contrôlé de l'IA en interne dans les entreprises. Parce que si l'usage de l'IA en interne n'est pas régulé, il faut être conscient des biais qui sont intimement liés à l'usage de l'IA. On le sait aujourd'hui assez précisément. Les réponses que l'on obtient dans les prompts, ce sont des réponses qui sont fonction des questions, fonction de l'historique de l'interrogation. Et donc, il y a là un risque de biais cognitif important. Il faut que l'organisation soit consciente de ces éléments-là. Parce que si les managers, les salariés utilisent l'IA à des fins personnelles, les systèmes d'IA mémorisent toutes les interrogations personnelles et professionnelles et en fait un mélange qui n'est pas obligatoirement très harmonieux pour l'organisation. Il y a là des risques qui sont des risques majeurs. Les réponses de l'IA, qui ne sont pas des réponses intelligentes, ce sont des réponses liées à des proximités sémantiques, liées à toutes les connaissances accumulées. Ces réponses comprennent des biais cognitifs importants, liés à l'historique des interrogations et liés au fait que l'outil cherche, alors si je dis séduire, c'est un peu fort, mais cherche à apporter à celui qui pose la question une réponse qui lui convienne. Il y a là un risque qui est un risque majeur. C'est un risque dans la réponse
si la personne qui interroge fait confiance, a confiance dans la réponse, il y a une perte d'intelligence. Or, ce n'est pas de l'intelligence. Oui, mais c'est intéressant et on y reviendra dans d'autres épisodes de notre série. Je vais terminer avec toi, toujours sur une question. Alors, je ne sais pas pourquoi, je suis toujours pleine d'optimisme, mais je pose toujours une question qui n'est pas très optimiste, ou en tout cas qui n'invite pas une réponse très optimiste. Selon toi, ça ressemble à quoi une organisation qui continue ou qui continuera à empiler sans réguler? Je crois que ça devient une organisation dysfonctionnelle, une organisation qui devient anarchique sur le plan de la communication, avec des conséquences à la fois sur les individus, au plan personnel, mais aussi des conséquences sur le plan organisationnel. Ça me semble assez clair. Il y a un problème. Écoute, je crois au management, je suis optimiste, je crois au management. Donc je crois que quand il y a un problème, il faut y réfléchir, il faut le traiter, apporter des éléments de solution. Merci Michel pour ces éclairages. On revient très bientôt avec un nouvel épisode sur cette 3e thématique sur l'écologie cognitive qui nous entraîne sur des terrains vastes. Merci, à très bientôt.